Je vais faire une petite présentation de l'atelier sur l'histoire du mouvement de Vaquet qu'on a aujourd'hui. Alors, vous en avez sans doute déjà entendu parler, tout simplement parce que c'est un peu une référence au mouvement qui a eu lieu à la rentrée 1986, contre le projet de loi de Vaquet. C'est un peu un exemple qu'on cite quand on parle des mouvements étudiants. Et en décembre, ça faisait 30 ans qu'on avait gagné le retrait de cette loi, qu'on avait eu un mouvement étudiant d'ampleur qui avait mobilisé pas mal d'étudiants, qui avait été très important pour l'UNEF à l'époque. Il y a eu cet événement, et donc c'est pour ça qu'on a choisi, lors de ce 85e congrès, de pouvoir aborder la question, discuter avec des anciens et des anciennes syndicalistes étudiants qui étaient là à l'époque, ou alors des experts et expertes du mouvement lycéen et étudiant, que je présenterai à l'instant. C'est un mouvement qui est très important et très structurant, je pense, pour l'UNEF, encore aujourd'hui, parce que c'est un mouvement contre la sélection à l'université, contre un projet de loi qui voulait laisser l'autonomie aux universités de choisir leurs modalités d'accès, les modalités de délivrance des diplômes, et finalement de créer des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et à la réussite. Et les étudiants ils se sont massivement mobilisés dans un contexte assez particulier, on reviendra dessus, avec des revendications assez précises, et finalement ce qui reste de ce mouvement aujourd'hui, c'est un héritage assez conséquent contre la sélection à l'université, pour le libre accès justement à l'enseignement supérieur. On reviendra dessus, et donc pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Isabelle Thomas, qui était présidente de l'UNEF-ID au moment du mouvement de Vaquet. Non, vice-présidente, c'est pas mal, mais je n'étais pas présidente. Alors dites-moi si je me trompe. Présidente d'AGE de Paris 13. Et présidente d'AGE de Paris 13 au même mouvement. Georges Terrier, si je ne me trompe pas, qui était en charge de la presse, je crois, pendant le mouvement. Roby Morder, qui est un chercheur qu'on présente, qui est là, Sky est là à tous les congrès de l'UNEF, expert sur les questions de mouvements étudiants et lycéens. Et Johanna Casaré, Johanna, responsable des archives à l'Institut de mémoire étudiante. Exactement. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole déjà à Isabelle Thomas, parce que tu vas devoir partir un peu plus tôt. Mais l'idée c'est 18h30. Bon bah c'est parfait, je vais tout faire dans l'ordre. L'idée c'est de comprendre un peu dans quel contexte politique a eu lieu ce mouvement, quel est aussi, un peu plus concrètement peut-être, parce que je ne suis pas tellement revenu dessus, mais le fond de ce projet de loi. Comment est-ce que les étudiants sont mobilisés et finalement quelles conséquences ça a eu pour l'UNEF à l'époque, comment ça a structuré notre syndicat et quel héritage finalement on en garde aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Isabelle. Ok. Merci. Trois questions effectivement très importantes. D'abord, celle bonjour. Trois questions très importantes. La première sur le contexte, il y a effectivement l'aspect politique sur lequel je reviendrai. Mais avant l'aspect politique, il y a le contexte tout simplement universitaire qui me semble encore plus important. Parce que les étudiants qui sont à l'université dans les années 80, alors le phénomène va démarrer dans les années 70 doucement, mais en fait il y a une massification qui a démarré dans les années 60, qui s'est amplifiée dans les années 70 et qui s'est généralisée, tout est relatif, hein, tous les jeunes ne vont pas à l'université, mais qui s'est vraiment amplifiée dans les années 80. Et donc cette massification à l'université, je crois que c'est ça le problème, l'élément crucial du contexte. Elle aboutit au fait qu'effectivement, tous les jeunes qui vont au lycée se disent pourquoi pas l'université, ce qui était totalement inenvisageable quelques décennies auparavant, n'en parlons pas, mais vraiment ce processus de démocratisation qui a d'ailleurs été inscrit dans les textes par la gauche arrivée au pouvoir, par la loi Savary en 80, je ne sais plus si c'est 84 d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire, 84, je savais que l'historien qui... Donc la loi Savary, elle a écrit dans son article 2, je crois, que l'accès à l'université est démocratisé et que tous les jeunes qui ont leur bac peuvent accéder à l'université. Ça, c'est un grand changement, si bien que tous les jeunes, les jeunes qui sont au lycée, ils se disent pourquoi pas essayer, même si certains préfèrent des filières pour mais en tout cas, les universités augmentent leur nombre d'étudiants. Et donc forcément, il va y avoir des réactionnaires. Ça va être le cas en 86, puisque en 86, Jacques Chirac, qui est candidat pour être poste Premier ministre, puisqu'on a à l'époque un septennat, et par contre les élections législatives se font sur 5 ans.
Et donc Jacques Chirac va être candidat pour prendre Matignon, et la droite va être candidate pour prendre Matignon. Et ils vont essayer de revenir sur cet acquis qui est la massification et la démocratisation, d'autant que, dans ce même contexte politique, il se trouve que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont pris le pouvoir aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et déjà, les politiques néolibérales commencent à non seulement fleurir, mais s'imposer de manière extrêmement violente pour le cas du Royaume-Uni. On va pas sur, c'est un peu long de revenir sur les grèves au Royaume-Uni et la façon dont Margaret Thatcher les a traitées. N'empêche que les politiques néolibérales refont surface, et qui dit politique néolibérale dit pas démocratisation, mais au contraire resserrement des dépenses publiques, et donc resserrement des dépenses publiques sur l'éducation, resserrement des dépenses publiques sur l'université, et pour y parvenir, eh bien, il faut trouver, idéologiquement, des bonnes raisons de revenir sur tout cela. Et parmi ces bonnes raisons, il y a le fait que, vous comprenez, tout le monde ne passe pas en consigne, on ne réussit pas la première année, donc on va sélectionner. C'est bien pour les étudiants qu'on sélectionne, parce qu'il y en a qui perdent leur temps à l'université, patin tout ça. Donc la question de la sélection va être posée par ce gouvernement, puisque la droite va gagner les élections législatives. Ça a été préparé un peu avant par un truc, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle le syndicat autonome des enseignants, et puis ça a été aussi préparé par l'UNI, syndicat de droit des étudiants, ça existe encore. Et ça a été aussi préparé dans le cadre du comité central du RPR, puisqu'à l'époque, la droite s'appelle le RPR, et on va dire la droite Sarkozy, Fillon, pour donner la comparaison actuelle, s'appelle le RPR, et son organe de décision s'appelle le comité central, donc les choses ont bien changé. Mais pas sur le fond, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le fond, leur objectif, effectivement, de diminuer le nombre d'étudiants, d'en finir avec cette démocratisation et cette massification. Et pour ce faire, ils vont préparer un projet de loi, d'abord une proposition de loi, présentée par la droite à l'Assemblée nationale, puis un projet de loi que va porter Alain Devaquet, ministre de l'Université, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Université et de la Recherche, secrétaire d'État et à la Recherche et aux universités. Et il va présenter ce projet de loi avec, on va dire, les 4 clés de verrouillage de cette démocratisation, c'est-à-dire de ce libre accès à l'université. Ces 4 clés de verrouillage sont, d'une part, l'accès en première année qui n'est plus automatique avec le bac. Ensuite, l'accès en second cycle qui n'est plus automatique avec le DEUC, c'est-à-dire le diplôme de premier cycle. C'est la deuxième clé de verrouillage. La troisième clé de verrouillage, c'est les droits d'inscription qui, dans le projet, étaient laissés à l'appréciation des universités, c'est-à-dire université par université. Et quatrième point de verrouillage, c'est la question du diplôme national ou pas national. Ça, c'est pas exactement un verrouillage d'accès, mais c'est un verrouillage sur le fait qu'en fonction du fait qu'on étudie dans telle ou telle université, le diplôme n'a pas la même valeur, et donc on déprécie quelque part, enfin en tout cas l'objectif est de déprécier un certain nombre d'universités qui sont particulièrement démocratisées, dont la mienne, Paris 13 Villetaneuse, qui a vécu une explosion ces dernières années, donc avant 86, tout simplement parce qu'elle se trouve dans un secteur géographique très populaire, Seine-Saint-Denis, Sud-Val d'Oise, et évidemment, tout le monde sait bien que, alors que Georges est à Dauphine, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas une question de classe. Je venais de Nanterre. Mais en tout cas, il y a évidemment une dépréciation possible entre un diplôme obtenu à Dauphine et un diplôme obtenu à Villetaneuse, même si on est bien meilleur à Villetaneuse qu'à Dauphine, c'est notre débat. Donc voilà, non mais sérieusement, il y a quatre verrous dans ce projet de loi qui ont pour but d'en finir avec cette démocratisation, ce libre accès et cette égalité des diplômes partout en France, quelle que soit l'université dans laquelle on étudie.
Ça, c'est les éléments de contexte. Alors la mobilisation, écoutez, c'est très simple. Hein. À l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante. Déjà, ça, c'est des moyens, ça peut vous paraître incongru de dire ça, mais donc c'est très simple. On a les tracts, et puis il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas cette facilité de démultiplication comme elle existe aujourd'hui. Pardon ? Il y a le Minitel. Je ne suis même pas sûre qu'on ait des Minitel dans les... Enfin, moi, en tout cas, dans mon âge, il n'y a pas de Minitel. Mais bon, en tout cas, il y a quoi ? Il y a deux choses. Il y a l'analyse politique, et ça, même avec les réseaux sociaux et les outils modernes de communication, si on n'a pas la bonne analyse politique, on ne fait pas les bonnes choses qui vont bien. Donc ça, c'est très important. Et puis le deuxième outil, le plus sûr, c'est les militants et les tracts et les interventions dans les amphis. Voilà, et nos élus. On a quand même cette chance d'avoir, depuis à l'UNFID à l'époque, puisque ça s'appelle l'UNFID, enfin le syndicat auquel j'appartiens s'appelle l'UNFID, on a cette chance d'avoir quand même beaucoup d'élus, que ce soit dans les UFR, ou que ce soit dans les conseils d'administration, dans les conseils scientifiques, dans les conseils, dans les... Comment ça s'appelle déjà ? CESU ? Je ne sais pas si ça existe encore. Bref, nos élus qui portent la bonne parole, et d'ailleurs, grâce aux archives, on a pu retrouver des choses intéressantes sur le CA et tout ça, donc c'est intéressant. Mais voilà, à part on a vraiment des outils de militantisme qui sont très basiques. Et donc la mobilisation, comment elle se fait sur la base d'une analyse politique, qui est que certes la droite va arriver avec ses grandes idées néolibérales pour casser la démocratisation et resserrer l'accès à l'université. On a plusieurs signes, je parlais du LUMIC tout à l'heure, il y a écrit un texte, il y a le syndicat autonome des enseignants, tout ça, ce sont des signes qui montrent que la volonté de casser cette démocratisation est bien en place dans l'esprit de la droite. Et puis, avec le modèle, comme je le disais, britannique de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, ça c'est l'analyse politique, mais l'autre partie de l'analyse politique, c'est que nous pensons, moi je pense, que les étudiants ne sont pas du tout prêts à suivre ces idées libérales et à casser leur instrument. Ils viennent à peine d'accéder à l'université, et bien sûr, et je dis les étudiants, mais je devrais dire aussi les lycéens, puisque ça les concerne directement, le fait que le bac ne soit plus le premier diplôme universitaire, mais qu'il faille passer soit un concours, soit donner son bulletin de terminale, soit, enfin bref, être sélectionné à l'entrée, évidemment, ça va concerner les lycéens qui, eux, pensaient à juste titre qu'avec le bac, ils pouvaient accéder à l'université. Donc l'analyse politique, elle est claire, elle est de se dire que il y a cette démocratisation qui est un acquis, les étudiants vont la défendre, et donc ils vont se battre contre cette loi de Vaquet. Effectivement, c'est ce qui va se passer assez vite, même si assez vite, c'est-à-dire que dès que l'information va commencer à circuler, parce que c'est ça le sujet, et qu'elle va être décortiquée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner forcément le document brut, mais expliquer ce que ça va avoir comme conséquences concrètes sur les étudiants, et bien très vite les étudiants se disent « Ah non, mais c'est pas possible, ils ne vont pas nous faire ça ». Alors il y a une partie, y compris d'ailleurs à l'UNEF, qui pense que non, ils ne vont pas le faire, qu'ils n'oseront pas, qu'on va pouvoir négocier, etc. Mais la réalité, c'est que le 12 juillet, au Conseil des ministres, de Vaquet arrive avec son projet de loi, le pose sur la table, validé, vous savez comment ça se passe, hein, peut-être pas que des juristes ici, mais quand même. Une fois que le projet est déposé sur la table du Conseil des ministres, il est mis à l'ordre du jour du Parlement. Alors en l'occurrence, ça sera d'abord le Sénat, ce qui est assez rare comme procédure générale, mais d'abord à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais il est déposé à l'ordre du jour du Sénat, et le processus est enclenché en vue d'une adoption qui d'ailleurs sera faite. Alors ça c'est la mobilisation, je sais d'aller très vite, malheureusement, pas beaucoup de temps pour dire, mais bon, on pourrait poser toutes les questions que vous voulez, mais une fois
Une fois les premiers foyers de grève, alors on a commencé par quelques AGE, la mienne notamment, mais aussi celle de Caen, celle de Dijon, et une fois quelques AGE bien mobilisés, l'UNEF va inviter, plutôt à transformer son Conseil national extraordinaire en états généraux du mouvement étudiant. À l'époque, il doit y avoir 2, 3 facs, 4 ou 5 peut-être, je ne sais plus, en grève. Et à ce moment-là, c'est l'appel à la grève générale et à l'appel à une première manifestation, puis une deuxième manifestation. Et là, la flambée est totalement générale, c'est-à-dire que très vite, des centaines de milliers d'étudiants sont en grève et très vite, on arrive à une manifestation. Je pense qu'il y a plusieurs millions dès la première manifestation, mais elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle est en région, chacun manifeste dans la ville de son université. Et puis la deuxième manifestation qui est nationale et qui donnera lieu aux violences que l'on sait de la part de la droite au gouvernement qui veut aller au bout de son projet, veut aller au bout de sa logique libérale. Pour vous donner un indice de cette logique libérale, il suffit de regarder les affiches du RPR en 86, où vraiment c'est les petits, petits entrepreneurs branchés. Alors, il n'y a pas à l'époque encore les start-up, mais ça ressemble totalement à ça, avec les cravates au vent, petits costards cintrés, etc. Bon, les affiches du RPR, c'est genre les nouveaux entrepreneurs branchés qui vont débarquer à l'Assemblée nationale pour une entreprise libérée de toutes les contraintes, des impôts. Et voilà. Donc on a vraiment, à travers cette affiche du RPR en 88, on a bien le format et l'idée, l'image de ce que veut représenter la droite. Mais sauf que très vite, pour les étudiants, c'est justement pas ça qu'ils veulent, parce qu'ils veulent des diplômes qualifiants, reconnus partout en France, et ils veulent pouvoir accéder au savoir, accéder aux compétences, et la confrontation entre les deux va être assez violente, tellement violente qu'il y aura des blessés graves, il y aura des étudiants qui vont avoir un œil, une main, une oreille, et puis il y aura la mort de Malik Oussekine, dont vous avez peut-être entendu parler sans doute, qui, lors d'une nuit de basse où l'État a décidé de violenter et de faire taire la résistance et donc faire taire le mouvement étudiant, eh bien envoie je sais pas comment ils s'appellent, les voltigeurs. Ça a été dissous depuis, mais ce sont des... Alors c'est simple, ils sont 2 par moto, le premier conduit et le deuxième tabasse. Et de temps en temps, il tabasse, plus avec la violence de la vitesse, et de temps en temps, il s'arrête, il descend, il bastonne. C'est ce qui arrivera à Malik Oussekine, qui sera donc assassiné par la police, et qui va, alors j'ai vu, beaucoup disent oui, c'est la fin tragique, oui c'est tragique, et en même temps, le paradoxe, c'est que ça va être le déclenchement de l'arrêt des hostilités, puisque à partir de la mort de Malik Oussekine, le Premier ministre va retirer le projet de loi qui pourtant a été voté, ce qui est là aussi assez rare, hein. On verra ça aussi avec le CPE, il a été voté par le Sénat. Oui, il a été voté par le Sénat. Il n'a pas été totalement, mais il a été voté par le Sénat quand même. Et il sera retiré, et c'est rare comme processus, on le verra alors pour le coup totalement avec le CPE qui lui sera voté, qui est du même ordre d'idée. Hein. Ce que je veux dire, c'est que depuis 86, certes, on a stoppé à un moment donné, donc il y a 30 ans, on a stoppé l'hémorragie de ceux qui voulaient officiellement en finir avec la démocratisation. En revanche, ils vont y revenir tout le temps depuis 30 ans. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Alors, ils y vont avec de manière plus sournoise, parce qu'ils ont tous dans la tête, ils se sont quand même pris une sacrée défaite dans la tronche, hein, faut dire les choses. C'est-à-dire que Devaquet a été obligé de démissionner, et Chirac perd les présidentielles qui vont suivre, en 88, à cause notamment du mouvement étudiant qui va y compris remobiliser d'autres secteurs de lutte,
Ce sera la grève des transports en janvier 87, où Paris sera totalement paralysé malgré la neige. Bref, la 86 va remobiliser les secteurs de lutte dans tous les secteurs. Et puis ils vont devoir stopper. Ils avaient des projets de privatisation des prisons qui vont devoir stopper. C'était la grande privatisation. C'est le grand marché. C'est les fameux néolibes, cravate en l'air et star cintré. Donc cette grande privatisation généralisée va être stoppée par ce mouvement étudiant. Et c'est très important de considérer ça parce que je pense que la jeunesse a toujours un rôle à jouer dans la société. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je le dis non pas pour vous exhorter à agir, mais quand même un peu. Dans la mesure où, quand la jeunesse est inerte, la société est inerte. S'il n'y a pas de dynamique enclenchée dans la jeunesse, ça ne donne pas l'espoir. Et tous les syndicalistes, tous les adultes même, vont respirer cette bouffée d'oxygène qu'a constitué le mouvement de 86 pour reprendre de l'énergie et reprendre de la force dans les luttes à venir. Et ça va aboutir à la défaite en race campagne de Jacques Chirac et de la droite en 88, donc y compris sur le plan politique, sur le plan des luttes, mais y compris sur le plan politique. Il y a aussi un autre projet de loi qui va être terrassé par le mouvement étudiant de 86, c'est le projet de réforme du Code de la nationalité qui malheureusement depuis a été en partie effectué. Mais en tout cas, il était à l'ordre du jour et tout à coup, le gouvernement de Jacques Chirac est paralysé. Ils se disent que dès qu'ils vont bouger un petit doigt, ils vont se prendre un mouvement social dans la tronche et donc ils sont complètement paralysés. Ils vont renoncer à toutes leurs réformes libérales de 86 à 88, ce qui est beaucoup parce qu'ils sont justement élus en avril 86, donc en décembre, premier échec, et après de janvier 87 aux élections de mai 88, ils vont être totalement paralysés. Donc ce mouvement aura paralysé la révolution libérale qu'espérait faire la droite, à l'instar de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Donc évidemment, ça a eu des conséquences. Et l'héritage, puisque la question, et je terminerai là-dessus, l'héritage, il est à la fois très, très vaste et à la fois en train de... Et à la fois, il a été un peu dilapidé, si je puis me permettre. Une touche un peu sévère dans mon propre regard. Il a été assez large puisqu'il a bloqué, je le disais, le processus de libéralisation et de privatisation. À l'époque, on parlait de FAC Coca-Cola, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même un mot d'ordre. Donc il est assez large parce qu'il aura, malgré tout, mis en garde tous ceux qui avaient des velléités de casser la démocratisation de l'université dans les années qui ont suivi. Donc ça, c'est un héritage positif. Il aurait été large aussi parce que dès l'après-mouvement étudiant, le congrès de l'UNFID qui se tient sur une revendication dont vous ne savez pas qu'elle vient de là, mais qui a, je crois, fait partie de tous les congrès de l'UNEF depuis, qui est l'allocation d'autonomie. Et elle est sortie parce que... Comment ? Non, bien avant. Oui, non, bien avant. Non, mais ça date de bien avant, mais c'était rangé dans les placards. Et c'est ressorti des placards au congrès de 87, elle sort de bien plus avant, mais elle est ressortie du placard, on en parlait plus tôt. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a gagné contre un projet, on se dit, le rapport de force que l'on a créé nous conduit à avoir une revendication en cours. Puisque ce rapport de force est favorable, profitons-en pour réinsuffler des revendications du mouvement étudiant. Donc on ressort cette allocation d'autonomie qui n'était plus dans les congrès de l'UNEF depuis belle lurette. Et depuis on tourne un peu là-dessus dans les congrès de l'UNEF, y compris après la réunification. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'héritage. Et puis peut-être le troisième aspect de l'héritage, et c'est un aspect sans doute un peu moins visible, mais que je tiens quand même à souligner. Je crois que ce mouvement étudiant a été aussi
sûrement parce que nous étions des étudiantes filles des féministes des années 60-70, filles et fils des féministes des années 60-70, et pour nous la question de l'égalité des genres ne faisait pas justement débat, et le fait de prendre des responsabilités, qu'elles soient syndicales, mais qu'elles soient surtout au premier plan de la mobilisation, ne nous posait aucune question, c'était de l'ordre naturel des choses. D'ailleurs, sur le moment, nous n'en étions pas conscientes forcément, et ce n'est qu'après que nous nous en sommes aperçus. Mais je crois que ça a été le premier mouvement, même si nous n'y sommes pour rien, je veux dire, puisque c'est notre éducation qui nous a permis de le faire. Donc ce sont nos mères qui nous ont permis, un peu nos pères, enfin surtout nos mères quand même, qui nous ont permis de cette émancipation de leadership, ou en tout cas de parole, de prise de parole dans la mobilisation étudiante de 86. Et donc c'est aussi un peu une suite d'héritage. Je crois que voilà. Alors après, la partie un peu... Je terminerai d'habitude, on finit toujours par une touche positive. Ben, moi je fais l'inverse, j'ai un petit truc positif, et je terminerai par une touche un peu plus négative. C'est que quand je dis l'héritage a été dilapidé, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même eu ces dernières années des renoncements, ou en tout cas des... comment dire, pas forcément des renoncements, mais des défaites sur cet aspect-là. C'est-à-dire que sur les diplômes nationaux, il y a quand même des accroches. Sur l'accès à l'université, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la méthode d'inscription à l'université est quand même un peu sélective, même si elle n'est pas totalement, mais elle démontre qu'il y a de plus en plus de sélection. Il y a donc en tout cas de tentatives d'insérer de la sélection dans l'inscription des bacheliers à l'université. Il y a aussi sur les diplômes nationaux une part de plus en plus importante acceptée, malheureusement, de diplômes d'université. Donc tout ça est un peu un grignotage. Je ne dis pas que les fondamentaux ont été rabotés, mais dans les faits, il y a un peu de grignotage de tous ces acquis, et il faudrait faire attention parce que ça n'aille pas plus loin, et que ces fondamentaux-là, c'est-à-dire la démocratisation, le libre accès des diplômes nationaux, ne soient pas, d'une manière ou d'une autre, remis en cause sournoisement par, évidemment, toujours des projets qui sont absolument incontournables. Je vois bien, pour avoir lu récemment les déclarations de la conférence des présidents d'université, alors que les présidents d'université, clairement, sont favorables à en finir avec la démocratisation, alors qu'en 86, ils soutenaient pleinement le mouvement étudiant. Il y avait eu une prise de position à l'unanimité de la CPU et en faveur contre la loi de Vaquet et en faveur du mouvement étudiant. Donc on voit bien que l'état d'esprit a changé, et le risque, évidemment, c'est que l'héritage soit dilapidé. Donc, pour terminer, je dirais que je compte sur vous pour bien gérer l'héritage. Merci. Comme Isabelle a déjà beaucoup parlé, Ah oui, ça je vais être beaucoup plus court. Par rapport au contexte politique, je vais me contenter de me concentrer sur le contexte politique tel que j'ai pu moins l'apprécier, et puis sur la question de l'héritage ou pas l'héritage, en tous les cas des conséquences que le mouvement a pu avoir, notamment dans les 10 années qui ont suivi ce mouvement. Le contexte politique, complété, parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Isabelle, mais ça n'importe pas, je ne suis pas là pour contester ce qu'elle a dit. Le contexte politique, c'est, elle a parfaitement raison, c'est Mitterrand qui est élu depuis 81, donc depuis 5 ans, et puis la gauche qui, quelques mois avant le mouvement, perd les élections au profit de la droite. Donc ça veut dire que, en effet, la droite commence à essayer de faire une politique de droite, ce qui est assez logique, et que la jeunesse résiste à cela, sachant que c'est il y a 30 ans, qu'à l'époque il y a 2 UNEF,
c'est important de le repréciser parce qu'il y a deux UNEF qui sont issus de la scission de 70 et ces deux UNEF se mènent une guerre impitoyable telle que, à la fin, l'une des deux était tellement faible qu'elle a rejoint la deuxième dans un processus de réunification que vous connaissez sans doute. Mais à l'époque, la guerre est très dure dans chaque AGE, c'est les élections chaque année, etc. Et lorsque le mouvement intervient dans les circonstances qu'a dressées Jules, parce que finalement ça dure très peu de temps, il est important de souligner qu'à l'intérieur de l'UNEF ex-renouveau, donc dirigé par les étudiants communistes, ils n'y croient pas du tout. Ils ne croient pas du tout à la possibilité d'un mouvement parce qu'ils ont théorisé eux-mêmes que la droite avait grignoté intellectuellement, idéologiquement toute la société et qu'il n'y a pas moyen de résister. Et qu'à l'UNEFID, dont nous étions membres d'ailleurs tous les trois, il y a plusieurs lignes qui ne sont pas forcément compatibles, mais enfin qui vont à un moment donné converger, mais qui sont des lignes politiques largement fabriquées par des gens qui ont vécu les années 70 et qui sont, pour l'essentiel, des cadres locaux et nationaux, des gens... je ne parle pas pour nous, mais pour nos glorieux ancêtres, qui étaient des gens dans des relations d'extrême gauche, avec des matrices de pensée assez léninistes, et donc qui, en général, essayent de faire converger les faits avec leur pensée. Mais en l'occurrence, il y a... alors, je ne vais pas citer de nom à la renverse, mais les glorieux ancêtres dont nous parlons... Alors, les glorieux ancêtres qui sont derrière, qui ne sont pas dans le mouvement, mais qui coordonne un petit peu l'activité intellectuelle, c'est Julien Drey, c'est Jean-Christophe Cambadélis, qui sont très présents encore tout simplement dans l'organisation intellectuelle de cette histoire. Donc, le mouvement se déroule dans un contexte explosif sur le plan politique, parce qu'y compris Mitterrand pousse derrière pour dire allez-y les petits jeunes, vous allez dans le bon sens. En l'occurrence, le mouvement se produit aussi dans une combinaison de facteurs où il y a un grand nombre de cas politiques, en tout cas c'est mon analyse, qui sont en attente de quelque chose, et c'est-à-dire qu'à un moment donné ça se précipite parce qu'il y a un besoin de bouger et que c'est la bonne occasion. Donc en l'occurrence, il y a une sorte de concurrence entre plusieurs lignes à l'intérieur même de l'UNEFID qui fait que cette émulation, on va dire, cette émulation concurrentielle, je sais que tu aimes ça, Elisabeth, produit le meilleur, c'est-à-dire un mouvement qui prend une ampleur énorme en 2 semaines et qui est finalement victorieux, alors dans les circonstances qu'on a dit, c'est-à-dire des circonstances très dramatiques, mais comme il est victorieux, du coup, il crée aussi une sorte de légende. Et moi, je pense que c'est la fin d'une époque, parce qu'effectivement, une grande partie des cadres viennent d'une autre époque et cessent leur carrière étudiante quelques mois plus tard, ou 1 ou 2 ans plus tard, et qu'en même temps, ça produit un immense appel d'air. Et d'ailleurs, lorsqu'on a célébré les 30 ans il y a quelques mois, sur une péniche du Crous, là, on a constaté qu'une partie des gens qui avaient participé à ce mouvement, dont c'était un peu les premières armes, qui étaient des néo-militants de l'UNEF, eh bien, ils avaient été aspirés dans une espèce de mouvement incroyable, et que du coup, ça avait fabriqué une nouvelle génération. Et ça, c'est aussi bien des très très jeunes qui étaient certainement lycéens à l'époque, j'en ai discuté très longuement avec Pouria Amirchaïd, par exemple, qui a par la suite été président de l'UNEF et qui a joué un rôle très important dans la structuration de l'UNEF de la fin des années, de la fin du XXe siècle, du début du XXe et du XXIe. Ce mouvement a aussi permis l'arrivée dans la vie active, politique, syndicale, citoyenne de très nombreuses personnes. Ça veut dire que, alors effectivement, un mouvement crée toujours ce type d'aspiration, mais dans celui-là, alors je connais moins bien ceux qui ont eu du succès, mais dans celui-là, c'était particulièrement clair.
autre élément, et je terminerai là-dessus, sur l'héritage ou pas l'héritage, dans la continuation de ce que je viens de dire, il est clair que un mouvement qui a réussi à gagner sur la revendication, c'est pas tous les jours, hein, c'est même assez rare finalement qu'on soit à 100% de ce qu'on a demandé, à savoir le retrait d'un projet de loi. Et lorsque cela arrive, ça permet à la fois à ceux qui l'ont mené d'emmagasiner, disons, un peu les bénéfices de cette opération, et à la fois aux suivants de s'en inspirer pour la continuation de leur carrière syndicale ou politique. Et en cela, moi, je suis moins pessimiste qu'Isabelle, parce que je pense que ça, même si on ne peut pas comparer les choses, je l'ai dit en introduction, un simple exemple, l'UNFID à l'époque, le partenaire privilégié qu'il avait sur le plan syndical salarié, c'était les forces ouvrières. Donc ça permet de mesurer aussi, parce que je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui, enfin moins, c'est peut-être d'autres partenaires, ça permet aussi de mesurer que les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé ne sont pas tellement comparables finalement à ce que vous vivez aujourd'hui comme syndicaliste étudiant, parce que c'était un contexte, c'était encore la guerre froide à ce moment-là, le mur de Berlin n'était pas tombé, je l'ai dit, je le répète, les deux UNEF étaient en concurrence, et l'objectif de l'UNEFID, c'était aussi d'exterminer l'autre UNEF. Parce qu'il y avait un problème de leadership dans la jeunesse. Or, aujourd'hui, la situation que vous vivez, évidemment, n'est pas du tout celle-là. Entre-temps, la réunification a eu lieu, le mur de Berlin est tombé. Je ne sais pas ce qu'il en est parmi vous, mais pas grand monde ne souhaite que le mur se redresse entre les deux Berlins. Enfin, c'est une façon de parler. Donc, on est dans un autre contexte, et pour moi, il ne fait pas de doute que l'UNEF a encore une utilité, même si je la vois évidemment de manière beaucoup plus lointaine que je la voyais à l'époque, et que les combats à mener, ils sont toujours bons, et il y a toujours la possibilité de gagner. J'en conclue là-dessus. Pas beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites. On a eu une bonne journée le 3 décembre, comme l'a rappelé Georges, pour en discuter, donc on ne va pas voir tous les détails. Moi-même, j'étais acteur à l'époque, j'étais plus de région nationale, j'étais à Nanterre, mais bon, c'est surtout en tant que chercheur que j'ai retravaillé sur la période, ce qui permet d'ailleurs, puisque le chercheur a un rôle ingrat quand il travaille sur le contemporain, c'est qu'il ne va pas forcément dire ce qui fait plaisir. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il est neutre, hein, il faudra qu'il est objectif. Pour vous rassurer tout de suite, le premier acteur que j'ai dérangé dans mes recherches, c'est moi. Bon, c'est le 10 ans que j'étais. Bon, c'est un peu cette distance-là qui est nécessaire. Mais bon, juste quelques... Mais c'est important, je veux dire, de ne pas être neutre, mais c'est surtout quand on est partisan qu'il faut être le plus objectif possible, ça connaître les forces et les faiblesses. Alors c'est vrai que dans l'histoire, il y a des choses qui comptent, c'est des sortes de légendes, de mythes, fondateurs ou identitaires. On connaît ça, c'est l'histoire du roman national, c'est pour ça que j'avais dit que De Vaquet, ça fait partie un peu d'une sorte de roman étudiant. Ça a du bon, mais bon, il faut effectivement voir un peu quelle est l'actualité de cette histoire-là. Quelques éléments. Moi, quand j'ai préparé, je suis retombé sur des notes que j'ai prises en 87, pour une réunion, hein, et je note « Victoire de la droite, attentat, sécurité, racisme, chômage ». Bon, je m'en souvenais, mais le fait d'avoir relu ça me dit il y a quand même une certaine actualité. C'est parce qu'on est plus dans la période, c'est plus proche d'aujourd'hui que de la décennie précédente, où on était un peu dans le plein emploi, ou la fin du plein emploi. Les organisations ne vont pas bien. L'UNEF, d'abord la gauche est perdue, l'UNEF, bon la droite, Isabelle l'a dit, est plutôt victorieuse, bon c'est quand même un peu dur, l'UNEF SE va pas bien,
l'UNEFID ne va pas bien non plus. Va pas bien non plus. Sa majorité vient de changer de parti. Ça ne veut pas dire qu'elle a changé de ligne Une partie de syndicale. sa majorité. Une partie de sa Oui, majorité. une partie de sa majorité. Bon, et après, Oui. oui. Pas précis. Voilà. Bon, c'est-à-dire que grosso modo, la majorité qui est alignée avec Jean-Christophe Cambadélis, qui était aussi bien passé au Parti Socialiste, il y a d'autres personnes qui sont au Parti Socialiste à l'époque, mes voisins à ma droite, ici, donc à votre gauche. Mais non, ce qui est important, c'est de comprendre en même temps que ce n'est pas tellement la ligne syndicale de la majorité qui change à ce moment-là, mais c'est plutôt une adaptation politique de toute une série qui se mettent en adaptation avec une orientation syndicale, parce que ce qui me permet de répondre à une question, est-ce que l'UNEF s'est resyndicalisé à partir de ce moment-là? Je trouve que la question a peu de sens, parce qu'il y a 1000 manières d'être syndicalisée. Elle était syndicalisée, elle avait une orientation syndicale d'une manière, elle peut en avoir une autre après. Il y a une préoccupation syndicale. Mais pour vous dire que tout ça est faible, il y a 1 250 000 étudiants, enfin, enseignement supérieur, dont 900 000 dans les facs, il y a 1 millier de militants actifs, tout compris à gauche. J'ai fait le calcul, je parle de militants, pas d'adhérents. Bon. Ça vous donne en même temps, si je l'avais écrit, mon directeur de thèse m'avait... Non, mais je te crois, j'étais intéressée par savoir comment tu as pu calculer ça. J'ai calculé avec les archives, et puis en tant qu'acteur, je connaissais les 120 militants des JCR, les 200 ou 300 qui étaient côté, les 150 ex-OCI, les je ne sais plus combien, 100 ou 200, non, si tu veux, plus, je parle de militants qui sont militants dans les facs. C'est beaucoup moins qu'en 68 pour beaucoup plus d'étudiants. Et donc ça permet de comprendre en même temps qu'on a un mouvement que dans ce mouvement de masse homogène, qui a demandé des mois de préparation, on a ramé. On a ramé des comités, information. Il y a une AG à Jussieu en octobre avec 15 personnes, on rappelle David Assouline. Bon, 2-3 semaines avant, on a vraiment... Oui, bon, mais ça dépend des facs, mais début octobre. Voilà. Voilà, il y en a qui ont bossé plus tard que d'autres. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce rapport entre un faible nombre de militants, effectivement un mouvement extrêmement massif, qui va être très rapide, 3 à 4 semaines, qui s'organise en coordination nationale, et dans lequel, effectivement, les militants ont un poids, parce que c'est le poids de l'expérience, mais c'est une confiance relative, c'est une confiance parce qu'on sait, les gens savent qui sont, que les gens sont des militants, et tout en se réclamant à la politique, ce qui veut dire indépendant, sans étiquette, ils confient malgré tout à des militants qui connaissent comme militants le soin d'animer le mouvement à partir du moment où ils respectent les décisions des assemblées générales. Bon. Et comme le mouvement débouche sur une victoire, le retrait du projet, le mouvement s'arrête, il n'a pas le temps de pourrir. Bon. Et on sait ce que ça veut dire un mouvement qui pourrit et tout ça. Donc ça, c'est pour aller un petit peu à quelques questions. Voilà. La coordination, ce n'est pas une nouveauté, mais elle se manifeste dans cette condition-là. C'est un mouvement très lycéen, féminisé, et on passe assez vite de la crise universitaire, notamment après la répression du 4 décembre, c'est-à-dire après une dizaine de jours après, quasiment 10-15 jours après le début du mouvement de grève, de généralisation de la grève, on est en train de passer à la crise politique. À la crise politique, on est dans la cohabitation, et donc, si vous voulez, la mort de Malik Oussekine, c'est un élément, mais les réactions qu'il y a dans le monde des entreprises, et moi je me souviens de discussions que j'avais avec des syndicalistes salariés à l'époque, qui disent ça commence à bouger dans les entreprises, les gens se disent pourquoi pas, après tout les petits jeunes, bon. Il ne faut pas oublier une chose, Chirac comme Balladur sont deux personnes qui ont connu 68 aux côtés de Pompidou, qui ont assisté Pompidou à Grenelle. Et donc leur crainte qu'on va avoir après au moment du CIP, pour Balladur, c'est la jonction, grosso modo, étudiants-salariés. Et donc c'est vrai qu'au moment où ils retirent le projet, où la grève s'arrête, vont commencer d'autres mouvements sociaux dans ceux des transports, mais ça compte. Alors, sur l'héritage. Alors, d'abord,
ça ne recompose pas le mouvement syndical étudiant. Ça le renforce. L'UNFID a 4000 adhérents de plus. 2 mois avant, il y avait aux États généraux, qui est un peu compliqué, il y a eu 15 000 personnes qui ont participé aux préparations des États généraux. La question de la grande UNEF est sur la table. Aucune des deux directions n'en veut. Les États généraux se terminent. Il y a un article sur le site du GERM qui est paru hier. Voilà, sur justement les États généraux dans le cadre du dossier loi de Vaquet. Mais c'est vrai que ça ne restructure pas le mouvement étudiant. On a un paysage qui est à peu près identique dans les fondamentaux, mais les rapports de force ont changé. C'est-à-dire l'UNEF indépendante et démocratique est renforcée. C'était fragile, hein, c'était encore un petit peu fragile les rapports de force, mais ils étaient là, mais la dynamique majoritaire pour l'UNFID était là, et elle est renforcée par le mouvement syndical. Mais ce n'est pas une restructuration d'ensemble du monde étudiant. Parce qu'on ne peut pas dire que ça précède... Ça prépare quand même la fusion, à mon avis. Non, ça prépare la fusion parce que l'un s'affaiblit alors que l'autre se renforce. Oui. Bon, mais 5 ans plus tard, ce n'est pas exactement les mêmes rapports de force, les deux sont affaiblis. Non, on est 15 ans après la scission, 15 ans avant la réunification. Sachant que les générations étudiantes, c'est de 4 ou 5 ans, il faut faire extrêmement attention. C'est comme si vous disiez 1929 a préparé la fusion de la CGTU et de la CGT en 1935. Je crois que c'est d'autres choses qui ont des effets. Bon. Par contre, ça c'est une autre question. C'est une question sur laquelle on peut revenir dans le détail. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui est acquis, c'est la fin de la sélection à l'entrée de l'université, enfin des projets de sélection à l'entrée de l'université. Ça va se faire par ailleurs. Mais grosso modo, on était sur une croissance de 50 000 par an. Après 86-87, on passe à 100 000 par an, pendant une dizaine d'années. Donc là, il y a vraiment un verrou qui n'était pas totalement fermé, et là, on a des verrous. Par contre, là où, vous savez, quand on ne gagne pas définitivement, c'est toujours, la lutte, c'est un éternel recommencement, la vigilance, etc. C'est sur l'autonomie, la LRU est passée par là, donc c'est vrai. La sélection, une bonne moitié du monde étudiant est aujourd'hui dans les filières sélectives. Donc c'est vrai que ça s'est joué un peu à la marge, parce qu'en réalité, c'est la dernière grande réforme universitaire qui se passe comme ça. CIP, CPE, ces réformes du Code du travail, et même la LRU ou le LMD, c'est une réforme cadre que les universités vont appliquer en 3 ou 4 ans. Ça, aux universités, vous le faites au fur et à mesure. Ce qui dénationalise, ce qui rend plus difficile la nationalisation de la riposte. Mais c'est vrai qu'ils en ont tiré cette leçon de « on ne peut plus faire comme ça ». De front, ils ne peuvent plus. On ne peut plus faire. Alors bon, je finis sur, c'est effectivement un mouvement fondateur ou refondateur, parce qu'il y a des militants, il y a déjà des militants avant. Il y a quelque chose qui se refonde, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une volonté de renouveler, ça renouvelle, y compris ça rajeunit, ça renouvelle des partis existants, mais c'est vrai que il ne faut pas en rester à la vision de ça forme des cadres politiques qui vont devenir, on a tous quelques images en tête que les médias agitent, ça a donné surtout une flopée ensuite de cadres syndicaux, associatifs, du mouvement social, d'élus municipaux qui ont des pratiques qui sont proches des pratiques syndicales, c'est-à-dire on a les mains dans le cambouis, dans les services publics. C'est bien différent des écoles de formation strictement politiques, avec des carrières politiques. Quelques-uns vont en suivre, mais après tout, c'est qu'une partie de la génération est finalement assez faible. Alors, je sais bien qu'on nous assène toujours que, oui, si vous faites ça pour faire une carrière politique, etc., il y a très peu d'élus, ne serait-ce que parce qu'il y a très peu de place. Donc, en réalité, l'essentiel se passe ailleurs, mais c'est effectivement la plupart, même de ceux qu'on a revus parfois 20 ans après et tout, sont actifs dans leur milieu, continuent à être sur les réfugiés, sur le sans-papier, on en croise. Voilà ce que je voulais dire comme quelques éléments supplémentaires. Alors, quelles sont les ressources qu'on peut trouver de ces mouvements, en fait? Parce que, vu
que vous avez des militants de l'époque, vous avez aussi peut-être vu quelques films ou peut-être pas. Est-ce que vous avez vu? Non. Non. Non, d'évaluer si vous savez. Non, pas du tout. C'est pas grave. On espère qu'un jour on aura le film de Francis et du coup on pourra faire une projection. Non, ce sera pour une autre fois. Alors, quelles sont les ressources de ces mouvements étudiants de l'époque si importants? Et je ne vais pas vous fatiguer plus que ça après 3 jours aujourd'hui de congrès. Et je vais juste vous signaler quelques fonds d'archives que nous, à la Cité des mémoires étudiantes, on est en train de classer. On est en fait en train de terminer le classement du fonds de l'UNFID. Et on espère bien qu'on pourra les déposer aux archives nationales et du coup il sera conservé et consultable sur place aux archives nationales au site du Pierrefitte à partir du novembre, j'espère. Bon. Et alors, sur ces mouvements, on pourra trouver dans ces fonds des recueils de chansons populaires, des chansons de l'époque. On pouvait trouver des appels des élus étudiants, et on pouvait trouver des tracts, des communiqués, des télégrammes, des correspondances aussi des soutiens d'autres organisations nationales et internationales. Et on pouvait trouver bien sûr les textes officiels, oui. Et quoi d'autre plus important que ça? On pourra trouver aussi, ou si vous voulez croiser des sources avec d'autres, soit d'autres mouvements, soit d'autres archives, on pourrait trouver lors des suivis des AG, par exemple, au niveau du BEN, par telle ou telle ville universitaire à l'époque, s'il y avait des mobilisations ou pas, quels militants avaient des responsabilités ou pas. Quoi d'autre? En ce qui concerne, je pense, les fonds de l'UNFID, c'est assez complet en ce qui concerne les mouvements. Ou les échos qu'il y avait au niveau vraiment national du BEN, de l'UNFID. On pourra aussi trouver, oui, c'est important, de mentionner peut-être que les congrès, les 70e congrès de l'UNFID, en 87, lors d'un congrès comme le nôtre aujourd'hui, ils ont aussi accepté, voté ou pas des motions ou des résolutions sur aussi l'impact du mouvement et des mobilisations de l'année précédente. Quoi d'autre? Je pense que pour l'UNFID c'est bon. Et nous, à la Cité des mémoires étudiantes, on a aussi, et vous pouvez les consulter si vous voulez, les fonds des Sorbonne Nouvelles. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'était... Non. Ok, d'accord. Je pense que c'est normal quand même. Sorbonne Nouvelles, c'était un journal étudiant de l'époque. C'est né en décembre 86. Les 4 premières publications sont des journaux de grève. Et après, ils ont continué comme comité de rédaction. Et du coup, on avait récupéré ces fonds-là. Et on mène aussi à la Cité des mémoires étudiantes des campagnes de témoignages oraux. Et du coup, sur ces mouvements, sur les mobilisations de 86, on a 3-4 témoignages oraux consultables en ligne dans nos portails students.info. Et quoi d'autre? Récemment, on avait accueilli un recueil de documents d'un militant étudiant de l'époque, d'Arnaud Moyencourt, militant au PSA. PSA, ça vous dit rien. C'est pour PSA, pour un syndicalisme autogestionnaire.
On espère qu'on va accueillir aussi les documentaires de l'époque de Francis Courten. Oui. Candel. Courten. Quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit, mais rapidement. Peut-être vous avez aussi des questions. Vous pouvez me poser, mais j'ai une question. Est-ce que, par exemple, lors de la dernière mobilisation contre la loi de travail, est-ce que vous avez, vous-même, en tant que militant, gardé quelques traces C'est court, c'est... La raison. Non, c'était juste une question, si vous voulez, si vous avez envie de répondre, sinon c'est pas... Mais bon. Ça, c'est lui qui sera de toute façon. Oui. Par exemple. Dans nos adieux, je crois qu'on nous dit tous, à chaque manifestation, il faut qu'on archive, il faut qu'on mette ça de côté pour regarder et tout. Je pense qu'on nous fait. Mais vous les regardez vraiment? Les populations, les campagnes, etc. On essaye d'archiver un peu, mais finalement, on n'a pas un vrai travail. Enfin, en tout cas, je sais qu'à long terme, on ne peut pas. Non, mais ça pourrait être aussi un travail personnel. Il y a des militants, par exemple, aussi. Mais bon, après. Après, on a surtout regardé, nous, au niveau de Nantes, on était deux à avoir eu la tribune à un moment sur les comptes rendus d'AG. Il y a un compte rendu d'AG extrêmement détaillé qui, on s'est dit que ce sera pour les archives. Parce que d'un côté, il y avait donc le compte rendu de Lunette qui faisait un certain nombre de pages, et puis un compte rendu beaucoup plus succinct qui tenait en une page de l'autre côté. Et ce qui a été préféré, c'était le plus succinct, mais on s'est dit ce sera pour les archives. Donc ça servira peut-être un jour. C'est déjà ça. Au moins, si vous pouvez les sauvegarder, après on verra si vous voulez les confier à la STE ou les garder vous-même, parce que ça sera intéressant les trois des ressources. Alors, c'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on sera là aussi demain pour filmer ou pour continuer à filmer votre congrès. Et on vient un stand juste à côté des expos qu'on avait réalisés. Ça fait de toute façon pour. Mais si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à venir vous chercher, pour échanger. Quoi que ce soit. Merci. Merci. Le temps pour prendre quelques questions. Notamment, on va faire un premier tour de 2 ou 3 questions très rapides de 1 ou 2 minutes sur un peu les interventions qui ont été faites. Je pense que vous pouvez intervenir. Ah. Bah alors. Oui. Tout d'abord, un immense merci d'être présent ici. Et puis peut-être surtout d'avoir mené la lutte à l'époque, de l'avoir remportée, parce que sans ça, on ne serait pas aussi nombreux et nombreuses ici. Donc cet immense merci. À titre militant, c'est amusant de voir qu'il y a des questions d'activité qui n'ont pas complètement été tranchées 30 ans après. Et puis ma question, vous y avez largement répondu, mais ce serait un petit peu l'élément central qui a fait que ce mouvement a marché, alors que les conditions objectives n'étaient pas toutes réunies. On a vu que c'était des contextes très différents, enfin voilà, on a parlé de Minitel, etc. Mais est-ce que finalement l'élément central, ce ne serait pas la brutalité de l'attaque de la droite, comme tu disais Isabelle, sur à la fois le plan de la sélection à l'entrée, puis la sélection à la sortie de la licence aussi, les frais universitaires, ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que l'aspect de la sélection, c'était ça qui était l'élément. Il y avait des aspects sélection qui touchaient à la vie étudiante, sélection, droit d'inscription, et puis il y avait des questions d'autonomie. Bon. Et reconnaissance nationale. La monnaie, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Droit d'inscription. Voilà, c'est ça. Et donc ces 3 éléments-là, c'est pour une population où on est dans l'idée. L'université, bon, il y a l'ascenseur social, c'est la promotion, on a eu la massification du secondaire. C'est pour ça que la grève est très lycéenne, hein. Comme je dis souvent, des fois, pour me marrer, c'est des manifs lycéennes dirigées par les étudiants. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des moments où on avait cette impression-là, dans certains... Parce qu'ils sont plus nombreux. Voilà, c'était plus nombreux. Et ça est comme ça. Et donc, il y a quelque chose, c'est un droit aux études pauvre. Et c'est très important parce qu'on est dans des processus qui ne sont pas le diplôme qui protège contre le chômage simplement, mais c'est vraiment le diplôme qui est qui permet d'avoir une promotion sociale. Il faut pas, bon,
ça serait assez long, mais je veux dire, la sociologie de comment l'enseignement secondaire se transforme, des banlieues populaires, les constructions des lycées, comment tout ça va après dans les universités, c'est très important. Et ça touche, et il ne faut pas oublier non plus, les parents sont des parents qui ont vécu souvent 68. Ou alors, voilà. Parce qu'il faut que j'y aille, j'ai l'Institut Montaigne, c'est un peu moins rigolo. Non, je voudrais ajouter, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, il y a deux choses dont on n'a pas parlé, parce que bon, ce mouvement étudiant, il vient aussi après un autre mouvement dont on n'a pas parlé, qui est la révolte de la jeunesse contre les actes racistes. Roby en parlait tout à l'heure, mais il y a eu une révolte de la jeunesse, alors qui a été portée par SOS Racisme, mais aussi par la Marche des Beurs, et qui a... Et pourquoi je dis ça? Parce que, vous allez me dire, le rapport c'est quoi? Le rapport c'est l'aspiration à l'égalité. Et cette aspiration à l'égalité, elle a déjà été préparée par les révoltes antiracistes, donc de la Marche des Beurs et de SOS Racisme, et cette aspiration à l'égalité, elle est forte. Parce qu'il y a comme une espèce de pédagogie de l'égalité qui se fait à travers l'antiracisme et qui va se poursuivre finalement à travers les revendications étudiantes, parce que la loi de Vaquet, c'est l'inégalité institutionnalisée à l'université. Et donc je crois que c'est très important de faire le lien comme ça dans l'éducation populaire, si je puis me permettre une expression un peu surannée, mais qui a malgré tout toujours pourtant raison d'être. Que ce soit d'ailleurs l'UNEF ou que ce soit les mouvements antiracistes, on a un rôle majeur de militants à l'éducation populaire et à faire le lien justement en permanence, un lien pédagogique, c'est pour ça qu'on parle d'éducation populaire, un lien pédagogique entre ce qui peut apparaître finalement anecdotique, le fait de s'inscrire sur un site internet où on n'a pas le droit de mettre un seul choix parce que peu importe, je ne connais pas les modalités, j'ai des filles qui viennent s'inscrire, elles n'ont pas tout compris, elles se débrouillent. Mais ce petit truc qui fait que c'est pas vraiment un accès libre, ou cet autre petit truc qui fait que le diplôme il n'est pas forcément national, on a un rôle, parce que c'est pas spontané dans l'appréciation des étudiants. Ouais, oh, bah, c'est pas grave, oui, ce diplôme il n'est pas national, mais celui-là il est national, bon. Ou bien, oui, on n'a pas tout à fait accès, mais malgré... Donc ces petites choses que nous, en tant que militants, on a à expliquer et pour lesquelles on a à faire le lien. Oui, tout ça, ce sont des petites choses qui créent de l'inégalité. De la même manière que voilà, et la question antiraciste aussi. Donc je crois qu'on a vraiment un rôle d'éducation populaire. Pour l'égalité, c'est ça. S'il y a un déterminant, de mon point de vue, dans ce mouvement, c'est la revendication à l'égalité. Voilà. Et je m'excuse, mais il faut que je parte. Merci beaucoup. Je voudrais merci Isabelle. Rajouter une chose. C'est 2 ans avant, il y a les manifestations pour la défense de l'école privée. Alors ça a l'air, c'est pas sur les mêmes thèmes, mais il y a beaucoup de jeunes qui manifestent au nom de la liberté pour les écoles privées, les écoles libres. Et donc il y a un côté, les manifestations, la marche des beurs, 82, 83, le SOS Racisme, les grands rassemblements. Il y a aussi, il y a effectivement la participation de beaucoup de jeunes à la manifestation pour la défense de l'école libre, c'est une liberté. Pour la défense d'une radio libre, énergie, quelques mois avant. On sait qu'ils défendent une entreprise, très bien, c'est les beurs, enfin, on a l'impression de défendre quelque chose. Et donc, il y a quelque chose qui est naturel dans la protestation. Et c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas eu pendant des années, c'était les années où la gauche était au pouvoir, il y a eu des confrontations avec la police, mais ça a été assez pacifié. Et c'est vrai que autant la manifestation, la première du 27 novembre, se passe bon enfant devant l'Assemblée nationale. Le 4 décembre, quand la police bloque l'Assemblée nationale, frappe, c'est extrêmement violent, à tir tendu, ce qu'a rappelé Isabelle. C'est vrai que c'est un choc. Et moi, je rappelle toujours la jet de Nanterre, où du 4 décembre, du 5 décembre, on voit le 4 décembre à la manif. Ça se finit à 20 ans, enfin je veux dire, pour se canarder. On a l'impression qu'on va se faire lyncher le lendemain, où les militants vont nous reprocher d'avoir mené les gens à la boucherie, à l'abattoir. Et on arrive dans une salle qui,
2 jours avant, on se réclamait à politique, il ne fallait pas donner l'étiquette syndicale, même pour les syndicats de salariés d'une personne qui voulait soutenir, puisque j'ai lu des qui disaient environ une intersyndicale, dans la salle, en 48 heures, c'était 3000 personnes en mouvement confinementaire, Chirac démission. Ceux qui se disaient à politique 2 jours avant. Par la politisation, et bien aussi par une expérience de la confrontation, en partie à l'appareil d'État, en tout cas à sa partie répressive. Car là, c'est allé extrêmement vite. C'est le sentiment d'injustice. Et c'est vrai que ça, c'est un tournant. C'est avant la mort de Malik Oussekine. Malik Oussekine meurt au cours d'une manifestation, justement de protestation contre la répression, du lendemain ou du surlendemain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Doris. Ouais, j'avais aussi une question. Vous avez un regard un peu plus extérieur que nous par rapport à notre travail. Donc, il y a une personne qui est au gouvernement, c'est des personnes qui aussi étaient à l'UNEF. Je pense à Hollande, aussi à Valls, et du coup, c'est des personnes qui ont eu aussi une expérience militante. Est-ce que vous pensez qu'ils ont utilisé aussi cette expérience militante pour essayer justement de faire passer cette loi de travail, parce que vous connaissez un peu les administratifs qui vont faire. Est-ce que vous pensez que finalement ça peut aussi aider à la défaite et à la mise en place de cette loi? Moi, je pense que toutes les exemples. Alors, je vais répondre sans répondre parce que je ne connais pas les détails de. Je sais que Valls était à l'UNEF en même temps que nous. C'était pas vraiment un militant de l'UNEF, c'était un militant plutôt de MGS. Comme Benoît. Pour ce qui concerne Hollande, il a été à Sciences Po à l'UNEF, à l'autre UNEF, enfin, ce qu'on appelait nous l'autre UNEF, c'est un UNEF dirigé par les étudiants communistes. Mais c'est pas tant ça que le fait d'être dans un rapport au militantisme, à l'action collective, à l'action citoyenne, à l'action politique, ça apprend des choses, c'est évident. Mais que ce soit dans un syndicat étudiant, et à la limite un syndicat étudiant progressiste ou pas, c'est le fait de s'inscrire dans un collectif qui permet d'apprécier peut-être plus judicieusement ou de façon plus pertinente ce qui se passe dans la société. Donc sur l'exemple de la travail, je pense que leur expérience à l'UNEF, assez ancienne, n'a pas spécialement joué. Il y a un rapport de force qui s'est construit, enfin, que vous connaissez. Pour anecdote, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a fait ses premiers pas militants dans le mouvement anti-prévaquet. Il était à la coordination nationale. Voilà, c'est important, ce que dit Georges, sur ce que je dis toujours. Il y a des gens qui ont eu leur carte à l'UNEF. C'est d'autres plus, d'ailleurs, on voit dans l'histoire plus. On dit machin, sa carte. Oui, c'est pas pour autant un militant syndical. Je veux dire, c'est vrai que Valls et Hamon ont ceci de commun. J'ai entendu Hamon hier, enfin, par Facebook, qui a dit, moi, j'ai jamais pris la parole dans un congrès de l'UNEF, j'étais présent, délégué de Brest. Emmanuel Valls, un petit peu, je l'ai peu connu, en fait, dans l'UNEF. Il s'est surtout investi dans la dimension politique. Hein. Bon, c'est ce qu'on voit souvent chez les militants, parce que j'ai vu CGT, PC, certains sont plus CGT, d'autres sont plus PC. Bon, ça existe partout. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez été militant de gauche, militant syndical, on ne vous la fait pas. Moi, les coups de bluff que j'ai pu faire plus tard dans le syndicalisme professionnel, ça peut marcher avec des gens qui ne connaissent pas. Bon, on peut mener, avec des gens qui connaissent un peu comment ça fonctionne, quels sont les outils, le répertoire d'action. C'est sûr que, bon, c'est pas... Bon, mais ça, c'est général. Hein. C'est pas spécialement mon travail. Hein. Dernière question. Je sais pas, tout à l'heure, je sais pas comment elle s'appelle, Isabelle. Elle disait que l'autre chose, c'est que s'il y avait beaucoup moins de moyens de communication à ce moment-là, et quand nous, on entend ça, dans notre militant, on a tendance à se dire, mais comment ça se fait que nous, alors avec 30 fois plus de moyens de communication et de manières de pouvoir mobiliser les jeunes, on n'arrive pas à reproduire un mouvement comme ça aujourd'hui. Et en fait, je me posais la question de, est-ce que finalement, le fait qu'il y ait moins
j'en sais rien, mais de manière de diffusion de l'information, ça fait que du coup on se focalise plus sur une ou deux manières de diffusion. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais là où du coup nous, on a tendance à se perdre sur 30 000 moyens de communication et à perdre finalement les étudiants dans ces fausses informations. J'en sais rien, mais je pense que ça fait partie aussi du mélange la potion magique pour mobiliser quoi, des éléments. Là, la potion magique, ça n'existe pas, mais en revanche, j'ai tendance à considérer, parce que je suis aussi un observateur personnellement et professionnellement des moyens d'information, qu'aujourd'hui, et c'est pas vrai seulement pour le militantisme, c'est une vraie façon générale, que l'être humain est soumis à tellement de sollicitations que c'est difficile de faire la part des choses. C'est sûr que c'est facile de se noyer dans les réseaux sociaux, je parle de façon générale, et d'avoir des difficultés à discerner ce qui est important et ce qui n'est pas. Donc c'est vrai pour tous les êtres humains, y compris les étudiants, je pense. Je dirais juste une chose, je crois que la technique c'est important, ça peut influer, mais avec les mêmes moyens, on a gagné sur Devaquet, mais on avait les mêmes moyens à d'autres moments, des occasions de mobilisation qui n'ont pas débouché. Donc le problème, c'est effectivement, c'est pas simplement l'outil de communication, c'est le contexte, l'analyse, les stratégies. Bon. Et après, on utilise les outils en fonction de ça. Juste pour dire, il y avait Libération, bon, il y avait beaucoup la presse. Libération avait mis à disposition, c'est pour ça que je parlais du Minitel, on oublie souvent, c'était le Minitel de l'IB. Bon, le Minitel de l'IB, donc c'est de haut en bas, hein, c'était des informations remontées. l'IB avait donné un service Minitel pour diffuser des informations en direct. Il y avait, chez les gens, on avait des Minitel pour consulter l'annuaire, et puis éventuellement 6-15 ou je sais pas quoi, je me souviens plus. J'ai largué le mien, ça avait de la place. Je ne vais pas garder trop de musée. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, 68, c'est les radios, c'est les transistors. Ça n'existe pas avant, c'est les transistors. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a des outils, mais qui permettent effectivement d'accélérer, peut-être d'accélérer des processus, mais voilà. Mais c'est des outils, effectivement, qu'il faut, quand on les utilise collectivement, il faut réfléchir. Comme tout outil, à hiérarchiser l'information, les campagnes et tout. C'était pareil pour les tracts, pour les affiches. Qu'est-ce qu'on sort comme affiche à quel moment? Parce que ça coûte. Hein. Merci à tout le monde, merci à nos invités de la